Marie Perriard, je suis la directrice de Réseau Réussite Montréal. Bienvenue à ce webinaire sur la première transition organisée par Horizon 05 dans le cadre de la série, dans le cadre du dossier sur la réussite éducative en temps de pandémie de Réseau Réussite Montréal. Vous êtes encore quelques-uns en train de vous brancher, mais déjà là, plus de 200 participants et ça continue de monter sans cesse, être déjà en ligne. Ce webinaire sur la première transition est le premier d'une série de 3 webinaires. Il sera suivi d'un webinaire sur la deuxième transition entre primaire et secondaire et d'un 3e webinaire sur la transition entre le secondaire et collégial dans les prochains jours. Alors, merci de votre présence avec nous ce matin et sans plus tarder, je laisse la parole à votre hôte, Caroline Schindler, la coordonnatrice de Horizon 05. Merci André. Bonjour tout le monde. Alors, comme André l'a dit, je coordonne Horizon 05 qui est l'instance régionale de concertation en petite enfance. Depuis quelques années, nous avons établi un fonctionnement par chantier qui sont en fait des sous-comités de travail thématiques. Et donc, le chantier montréalais Transition vers l'école d'Horizon 05 est actif depuis 2016 et il soutient les partenaires locaux et régionaux dans leur travail sur la qualité de la première transition scolaire. Donc, ce webinaire vous est proposé par le chantier aujourd'hui. Je pense que certains d'entre vous ont déjà participé à d'autres activités du chantier organisées par le chantier, comme le rendez-vous de la petite enfance sur la transition du 21 novembre dernier ou des communautés de pratique. Ce webinaire a ceci de particulier qu'il a été organisé en collaboration avec RRM, comme vous pouvez le voir, qui est un membre actif du chantier, puis dédié à cette thématique importante, comme tous les autres membres d'ailleurs du chantier. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Mon rôle aussi de vous présenter votre animatrice du jour, qui est Tamara Taureau, et qui est chargée de projet pour le chantier Transition vers l'école. Et puis, je vais te passer la parole, Tamara, puis te laisser présenter les intentions de notre rencontre aujourd'hui. Bonne rencontre! Oui, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Ça me rappelle un très beau souvenir de 21 novembre dernier, l'événement régional, comme Caroline vient de mentionner, ce qui s'appelait Bientôt à l'école. Je me permets tout de suite une petite parenthèse. Je vous nommerai très brièvement juste des titres d'atelier à cet événement-là, à la Grande Bibliothèque nationale, avec le sujet, c'était « J'habite à Montréal ». Donc, on parlait des partenariats 21 novembre dernier avec mes parents, donc travail avec les parents, accompagnement de parents. J'ai hâte, c'était vraiment l'enfant qui l'a, on parle des préparations et transitions vers l'école. Moi aussi, un autre atelier qui concernait les enfants à besoins particuliers. Et le dernier, 5e atelier, c'était l'atelier sur la qualité des transitions vers l'école. Il s'appelait « Ça va bien aller ». Et nous étions nombreux, nous étions motivés, engagés, puis nous avons travaillé avec plaisir. Et ça continue. Donc, voilà, je me suis permis ça. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais voir maintenant le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, tout de suite, je vous parlerai de l'intensité de cette activité, de webinaire aujourd'hui. Donc, le but, c'est de faire le point sur les changements concernant la transition cette année, les enjeux et les pistes d'action pour soutenir les enfants montréalais et leurs familles, donc dans le temps de la pandémie. Voilà, je vais tout de suite nous présenter. Écoutez, je ne vous vois pas, vous me voyez, mais on sait, puis André l'a dit tantôt, on est autour de 300 participants et de tous les réseaux concernés par la petite enfance, par la transition. S'il te plaît, juste, Mireille, tu peux retourner en arrière là, sur le premier diapo. Merci, je suis à la bonne place. Donc, toutes les partenaires concertés par la transition, et je vais les nommer vite. Je sais que vous êtes là. Donc, il y a des coordonnations, des concertations petite enfance de différents territoires de Montréal avec ces partenaires. Donc, on a les partenaires de la petite enfance
CPE, on a des garderies, les bureaux coordinateurs sont avec nous aujourd'hui, les haltes garderies, il y a les organismes communautaires familles, il y a des organismes communautaires, il y a les réseaux scolaires, hein, on a plusieurs commissions scolaires, on a des directions, des enseignants préscolaires, bienvenue parmi nous aujourd'hui. On a des services de garde de l'école aussi, on a des partenaires des services de santé, des services sociaux, des CIU sont avec nous. Il y a aussi des agents de première transition scolaire avec nous. Oui, bien content de vous voir aussi. Les bibliothécaires, on a même les nutritionnistes avec vous aujourd'hui. Et là aussi, bien sûr, il y a des membres partenaires de régionaux d'Horizon 05. Il y a des membres de chantier, donc organismes régionaux, et nous avons plusieurs personnes d'extérieur de Montréal. Donc, j'espère que j'oublierai personne. Alors voilà, maintenant, je me permets de vous présenter nos conférenciers. Donc, s'il vous plaît, le diapo suivant. Ah non, alors il est parmi nous Julie Ruel, qui collabore depuis création du chantier avec nous depuis 2016. Julie Ruel, chercheur associé de SUS de l'Outaouais et professeur associé à l'Université du Québec en Outaouais. Il y a Nancy Harvey, coordonnatrice du regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal, Rock FM, parmi nous aussi comme conférencière, et Marie-Hélène Leduc, enseignante en prêt de services, éducation préscolaire, direction de la formation générale des jeunes, ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et bien sûr aussi, on a une équipe de soutien des membres de chantier des réseaux réussis de Montréal. Il y a Christine Demers qui s'occupera des questions, commentaires avec Ginette Vézina, un soutien technique de Mireille. Donc, je vous prie maintenant, s'il vous plaît, si vous pouvez juste allumer les conférenciers, votre caméra, qu'on puisse vous voir. Et je vais rouler par la suite. On peut vous voir brièvement, s'il vous plaît. Donc, il y a Marie-Hélène, il y a Nancy et il y a Julie. Voilà. Donc, sinon, bon, je continue, vous allez le voir tantôt aussi quand ils vont faire la présentation. Donc, ce qui concerne le déroulement du webinaire, alors nous avons deux parties. Hein? On a 1h30. Première partie, donc, on va parler des préoccupations. Ensuite, préoccupations concernant la situation de la première transition scolaire dans le contexte des pandémies. Il y a la présentation de Julie Ruel par la suite. Nous avons première période de questions-commentaires, à peu près une dizaine de minutes. Là, après, on est en deuxième partie du webinaire, ce qui est la piste d'action concertée. C'est là qu'on va avoir, nous allons avoir le témoignage de Nancy et le témoignage de Marie-Hélène. Une petite parenthèse, on se connaît, Marie-Hélène autant que Nancy sont membres des chantiers. Avec Julie aussi, on se connaît. Donc, on va s'appeler pendant ce webinaire par nos prénoms, juste pour vous faire un petit clin d'œil. Alors là, il y a donc piste d'action concertée avec témoignage et aussi, bien sûr, les questions, période de questions par la suite. Et nous terminons ce webinaire avec lancement de l'outil Pratique Plus qui était développé par le chantier montréalais. Et nous allons voir aussi à la fin s'il nous reste quelques minutes pour une période de questions additionnelles. Donc, conclusion par la suite. Donc, voilà, c'est le déroulement du webinaire. Maintenant, je passe la parole à Mireille pour nous donner des consignes plus techniques pour bon déroulement. Bonjour. Alors, c'est moi, en fait, qui va faire les consignes. Oh, OK. Christine Demers, Réseau Réussite Montréal. Merci beaucoup tout le monde d'être avec nous. On vous rassure, on est en mode webinaire aujourd'hui, donc c'est normal. On ne peut pas voir les spectateurs et on ne peut pas les entendre non plus. Donc, c'est vraiment avec les conférenciers et les animateurs qu'on va entendre plus au niveau du son. On vous invite à ne pas utiliser la fonction « Levez la main », s'il vous plaît. On ne va pas nécessairement la considérer dans le cadre de la rencontre d'aujourd'hui. Par contre, si vous voulez poser des questions ou converser, vous êtes bienvenus à échanger avec nous. Les animateurs, les conférenciers souhaitent être en contact avec vous. Donc, vous pouvez dès maintenant, dès que ça vous vient à l'esprit, au fur et à mesure des présentations, on vous invite à utiliser le module questions et réponses. Pour accéder à ce module-là, vous pouvez cliquer sur l'icône Q et R. Je vois qu'il y a certaines personnes déjà qui ont commencé à l'utiliser. C'est parfait. Alors, c'est en bas au centre de l'écran, dans la barre de commande qui apparaît quand vous bougez votre souris.
Pour éviter la surcharge de messages, c'est sûr qu'on vous invite à vérifier si votre question n'a pas déjà été posée. Ça va nous faciliter un peu le travail pour bien les identifier, lesquels on devrait poser aux conférenciers. Si vous avez des commentaires, on vous invite à utiliser le module Converser qui se situe juste à côté du module Q et R. Si vous, enfin, en fait, veuillez noter que les questions et les commentaires sont publics, donc ça va être vu de tous les participants. Le webinaire est enregistré, va être disponible sur les sites de Réseau Réussite Montréal, sur la page du webinaire et d'Horizon 05, ainsi que les PowerPoint des présentations. Merci et bonne présentation à tout le monde. Bon, ben, merci beaucoup, Christine. Donc, tu as déjà ajouté l'information complémentaire. Donc, sachez que c'est enregistré, ce sera disponible, le PowerPoint aussi. Alors, voilà, nous pourrons aller sur le diapo suivant. Donc, commençons par la première partie. Oui, celle-là. Oui, donc préoccupation. Alors là, ici, dans cette partie-là, autant dans les pistes d'action, nous avons vraiment, pour voir l'état de la situation, nous centrer sur le résultat du sondage que le chantier Montréal Transition vers l'école a réalisé auprès des coordonnations ou les gens aussi qui les remplaçaient dans certains cas, des concertations montréalais en petite enfance entre 11 et 15 mai 2020. Donc, vous voyez, ce sera une photo qu'on va vous présenter et cette préoccupation sera après complétée aussi par vos nombreux commentaires que vous avez écrits lors de l'inscription à ce webinaire. Donc, voilà, je commencerai par cette partie-là, les préoccupations, ce que nous avons dû récolter avec ce sondage-là. L'intention du sondage, c'était vraiment connaître à cette période-là la situation sur le terrain montréalais pour pouvoir mieux soutenir les acteurs locaux et bien sûr aussi garder vivant le lien entre les partenaires locaux et régionaux. Là, je voudrais aussi vous dire que c'était avant qu'on avait l'information que les écoles ne seront pas ouvertes en mai et en juin. Donc, c'est aussi important à le considérer dans les données que nous allons avoir. Donc, s'il vous plaît, diapo suivant. Alors, concrètement, pour ce sondage-là, si on parle des tas de situations que nous avons récoltées, donc nous avons envoyé ce sondage aux 29 territoires montréalais, aux concertations, aux coordonnations de ces concertations-là. Quand on parle des concertations en petite enfance, c'est vraiment des partenaires locaux par territoire, comme je nommais au début, donc vous êtes là aussi avec nous aujourd'hui. Donc, 16 territoires ont répondu 55%. 66% travaillent à cette période-là sur la première transition scolaire, ce qui était quand même assez surprenant compte tenu de la situation de la pandémie montréalaise. 66% ont un contact, ils mentionnent qu'ils ont un contact avec les écoles, mais ils mentionnent aussi qu'ils n'étaient pas toutes disponibles, les écoles y travaillaient. On comprend autant que les écoles aussi étaient préoccupées par le fait que probablement pensaient devoir ouvrir les portes. Et aussi, dernière chose qu'on veut souligner, 100% des coordonnations, ils ont mentionné qu'ils ont les concertations, ils ont contact avec les autres partenaires. Puis on n'était pas surpris là-dedans parce que justement, à ce moment-là, les cellules en crise étaient en plein développement, puis les concertations en petite enfance avec ces partenaires, ils y participaient, elles étaient pleinement impliquées là-dedans et ils sont encore. Donc voilà, maintenant on continue. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit les concertations par rapport à ce qu'ils vivent leurs familles sur le territoire montréalais? Alors, on parle vraiment que les familles vivent le trou des services. Quand on parle de ça, c'est par exemple interruption de fréquentation des services de garde éducatifs à l'enfance, mais aussi aux organismes communautaires familles. Ce qui est souligné aussi dans le sondage, c'est interruption de continuité de services habituels pour les enfants à besoins particuliers. Voilà. Situation particulière pour des familles montréalaises. Donc, ce qu'il est souligné, oui, on est à Montréal, donc espace est limité. Donc, les gens, les parents et les familles ont peur des contaminations. On est toujours dans cette photo 11-15 mai. Tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, on est dans le contexte montréalais. Familles nombreuses, il y a certains secteurs, les petits appartements, nombreuses familles, isolement social, stress, anxiété, manque d'activité physique extérieure, on est en famille avec les jeunes enfants, violence, négligence et peur pour certaines
familles que les enfants manquent de stimulation. Donc, ce que vous avez mentionné, ce qui était mentionné dans le sondage, et on parle aussi des limites de la communication avec le réseau de soutien. C'est là qu'on parle de cette terminologie fracture numérique, mais aussi limite de la littératie numérique. Ça veut dire que oui, soit les familles ne sont pas équipées au niveau électronique, mais aussi ils peuvent être équipés, mais ils ne savent pas utiliser efficacement leurs outils pour pouvoir se connecter avec l'extérieur. Donc, voilà pour les familles. Sondage, quand je continue, les partenaires là-dedans. Question clé, comment rejoindre à cette période-là les parents et les enfants qui commenceront la maternelle. Hein? Et on le sait, dans le contexte montréalais, c'était vraiment la question clé. Comment aussi faciliter la communication école-famille en plusieurs langues. Hein? Donc, je ne vais pas plus loin. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est pour plusieurs partenaires, ce qu'ils ont répondu, les coordonnations des concertations. À ce moment-là, la première transition n'était pas une priorité, étant donné la crise sanitaire. Donc, voici les constats que nous avons retenus du sondage, mais nous avons quand même pu constater que oui, on travaille sur la transition, mais ce n'est pas la préoccupation principale, ce qui était tout à fait compréhensif parce qu'il faut se concentrer sur combler les besoins de base des familles, notamment tous les services alimentaires et de santé. Alors, s'il vous plaît, au diapo suivant. Donc, maintenant, voyez, vous étiez très généreux avec les commentaires que vous avez envoyés lors de l'inscription au webinaire. Et là, donc, je fais vraiment un résumé des commentaires en lien avec les préoccupations. Alors, si on parle des constats généraux, je vais lire la plupart des questionnements découlent du fait que les mesures habituelles de transition sont interrompues. Hein? Donc, ce n'est pas comme d'habitude, hein? Comment on peut faire et comment on peut faire ensemble. C'est là la préoccupation. Vous avez souligné les besoins qui vivent les familles, aux préoccupations qui vivent les familles. Donc, besoin important de mieux connaître les mesures, les procédures et les mises sur pied à l'école. Hein? Notamment quand les parents, on leur dit « mais vous ne pouvez pas rentrer avec les enfants à l'école ». C'est très insécurisant. Il y a tout un aspect aussi, application de la distanciation sociale. Voilà. Et aussi d'autres exemples, hygiène des dîners. Hein? Comment ça va se faire le dîner pendant cette période-là. À titre d'exemple, ce qui était mentionné, quand on parle manque d'informations et d'accompagnement actuellement pour les familles d'ayant enfants aux besoins particuliers, alors ici, bien sûr, c'est encore les mesures de santé et de sécurité pour les enfants qui sont plus fragiles. Il y a aussi toute une préoccupation commentaires avec mesures qui s'appellent mesures transitoires, c'est-à-dire que les enfants sont intégrés dans le service de garde éducatif à l'enfance. Ils ont possibilité d'aller à l'école, mais avec mesures transitoires, ils peuvent rester encore une année de plus jusqu'à 6 ans dans ce service-là. Les parents se posent question, est-ce que j'envoie mon enfant à l'école dans conditions présentes de l'insécurité que je suis en train de vivre ou je le garde encore en service de garde en petite enfance? Voilà ce que vous avez mentionné. Alors là, oui, suivant, préoccupation encore avec vos commentaires des partenaires. Hein? Puis ça se répète, puis on n'est pas surpris. Difficulté à joindre les familles. Hein? Manque d'informations pour bien accompagner les familles. Oui, je suis en contact avec les familles. Qu'est-ce que je peux leur dire? Comment je peux leur dire? Hein? Parce que chaque jour, et vous le savez très bien, les informations changent. Hein? Rentrée, il y avait plusieurs de vous qui ont mentionné les préoccupations pour la rentrée progressive à l'école. Oui, c'est une pratique courante. Est-ce qu'elle sera réajustée? Est-ce qu'elle sera faite autrement? Est-ce qu'on peut penser le faire autrement? Comment faire pour profiter au maximum de cette période-là? Donc, plein de questions, mais aussi plein de possibilités là-dedans. Arrimage de services et de suivi pour les enfants, par exemple, en particulier, c'était souligné beaucoup de fois. Et aussi, le travail collectif et l'importance de maintenir des liens. Et je vous lis la petite citation qui est très parlante. « Je m'inquiète quand à la place des parents dans l'entrée des enfants et comment bien rassurer des élèves. » Donc, c'est vraiment un exemple très parlant. Donc, là, oui, ce qui nous rejoint, je voudrais attirer votre attention. C'était vraiment une citation qui est au cœur de nos préoccupations. Comment faire vivre des bons moments aux enfants? Hein? Voilà. On souhaite que la transition vers l'école, ça se passe bien pour les familles
et on veut faire vivre ces beaux moments aux enfants pour qu'ils ont le goût à l'école, qu'ils ont hâte à l'école, ils ont du plaisir y rentrer. Donc voilà, donc ça c'est ce qui concerne vos préoccupations. Maintenant, je donnerai la parole à Julie. Est avec nous? Oui, bon. Je suis là. Bon, alors voilà, la parole est à toi, Julie. OK, merci. Alors, bonjour. Je pense qu'on est autour de 300 maintenant. Alors, j'aimerais bien voir vos petites binettes et puis j'aime beaucoup avoir de la stimulation en voyant les gens, mais ça sera pour une autre fois. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé quand même de venir vous parler. Puis là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait le transfert. Je m'excuse. Il faut que je partage mon écran. Est-ce que vous l'avez partagé? Non, vous ne le voyez pas. OK. Alors, vous le voyez maintenant, je crois. Hein? Alors, donc, c'est la première fois que je viens vous parler de première transition en temps de pandémie. Hein? C'est nouveau pour tout le monde. Et je suis très contente d'avoir entendu ce que Tamara vient de nous présenter, parce que ça vient rejoindre beaucoup des éléments que je vais nommer. Je ne peux pas rien inventer par rapport à la transition vers le préscolaire. Il y a des éléments qu'on connaît, des principes qu'on connaît, que je vais rappeler, mais ça va d'avoir un regard nouveau en se disant comment on peut reprendre ces principes-là et de voir comment dans la vraie vie, dans la situation actuelle, on est capable de s'ajuster. Je ne viendrai pas vous donner de recettes, je n'en ai pas, parce que dans chacun des milieux, ça peut prendre des mesures différentes selon l'environnement dans lequel vous êtes. Par contre, en commençant, ce que je trouvais important, c'est de se rappeler c'est quoi une transition. Alors, une transition, c'est un passage, donc c'est une durée. Et c'est la première fois, je crois, que je suis capable de dire qu'on vit une époque spéciale. Souvent, je référais aux époques dans le temps de la guerre, quand il s'est passé d'autres choses. Mais là, aujourd'hui, on peut dire que l'époque de la pandémie, ça nous amène des conditions tellement différentes que oui, la transition va prendre une teinte différente. Vous ne pourrez pas tout faire ce que vous faisiez habituellement, mais c'est de voir dans les 3 mois, ou quasiment 3 mois qui demeurent, qui restent, puis vous avez déjà commencé pour plusieurs d'entre vous, mais dans les 3 mois qui restent, est-ce qu'il y a des choses qu'on est capable de faire qui n'est peut-être pas comme avant, mais qui va quand même venir rejoindre les meilleures pratiques? Aussi, c'est important parce que c'est une phase à court terme, une période de transition, mais ça s'inscrit dans une trajectoire à long terme. Alors, ce qu'on sait, c'est que si la première transition ne se vit pas bien, bien, ça peut avoir un impact sur toute la scolarisation de l'enfant et l'engagement de ses parents. Donc, c'est important de s'y attarder. Et je me suis toujours appuyée sur le fait qu'une transition scolaire, c'est prévisible. On est chanceux, on le sait d'avance. Mais cette fois-ci, c'est dans un contexte imprévisible. Alors, c'est tout ça dans lequel on va travailler. Et on sait que chacune des transitions, la transition scolaire, selon les familles, et je suis certaine que vous avez des familles en tête, des milieux en tête que vous dites « Oh, ceux-là, il ne faut pas les échapper parce que peut-être à cause de leur contexte, à cause des caractéristiques de l'enfant et de la famille et des milieux dans lesquels ils vivent, cette fois-ci, il va falloir s'y attarder un peu plus parce que chacun y réagit différemment et pour ces personnes-là, peut-être qu'il faut vraiment s'attarder davantage. » Donc, à travers ce contexte-là, dans lequel nous sommes actuellement, comment on pourrait réaliser des transitions de qualité? Je reviens avec un élément qui est encore présent. Les familles et les enfants ont besoin de se sentir sécurisés par l'école vers laquelle ils se dirigent. Et pour faire ça, il faut qu'ils sentent que l'école est prête à les accueillir, malgré la pandémie, malgré les inquiétudes actuelles. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Mais est-ce qu'on est capable de leur rendre, les faire sentir qu'on se prépare, qu'il y a des choses qui, elles, demeurent et qu'on a hâte de les accueillir. Donc,
profitons de cette période-là pour préparer l'école à accueillir les enfants et les familles, parce que les familles, plus qu'elles sentent que l'école est prête, plus qu'elles-mêmes se sentent prêtes et plus qu'elles voient une meilleure adaptation, ajustement de leur enfant lors des premières semaines d'école. Les principes, on les rappelle, c'est important de rejoindre les familles avant le début des classes. Donc, attendre la dernière semaine d'août ou la mi-août, ça commence à être tard parce qu'ils peuvent avoir de l'inquiétude jusqu'à ce moment-là. Donc, déjà, rejoindre les familles avant le début des classes avec la bonne intensité. Tamara, tout à l'heure, parlait des gens qui étaient inquiets par rapport aux enfants besoins particuliers. Peut-être que pour certains ou certains sous-groupes, où vous connaissez les enfants et les familles pour lesquels on est plus à risque, c'est important d'y mettre une plus grande intensité. Et je rejoins tôt les services à la petite enfance. Je pourrais dire les écoles rejoignent les services à la petite enfance. Peut-être que les services à la petite enfance rejoignent les écoles, mais c'est un principe important de travailler en amont, ensemble, à bien planifier cette transition. Je vais l'explorer tout à l'heure. Pourquoi c'est important? Parce qu'on sait, et je radote ceux qui m'ont vu à quelques reprises ou qui m'ont déjà entendu, je rappelle que les liens entre les différents milieux, écoles, familles et communautés, agissent comme un facteur de protection. Ça harmonise les messages, ça coordonne les activités et ça met comme un filet de sécurité pour les familles et les jeunes. Donc, d'autant plus dans cette période d'incertitude, c'est encore plus important de développer ces relations-là. Et on voit les avantages d'intervenir de façon précoce. Services à la petite enfance, les SPE, là, c'est les services à la petite enfance et tous les services avant que l'enfant ait 5 ans. Et l'école, au niveau de la transition réussie, au niveau du soutien, que le parent se sent plus soutenu parce qu'il sent qu'on travaille pour mettre en place cette transition-là de façon riche et réussie, et plus de continuité et tout ça. Et ça amène aussi une meilleure transition planifiée, coordonnée. Et ça se sent au niveau des parents. Je parle souvent aussi des pratiques de transition. Les pratiques que vous étiez habitués d'avoir comme bienvenue à la maternelle, ou vous aviez d'autres pratiques que vous aviez, tout a été chamboulé, chambardé. J'en suis tout à fait consciente. Alors, c'est pas le temps de se flageller et de dire on ne sera pas bon, ça ne sera pas comme d'habitude. Oui, c'est vrai que ça ne sera pas comme d'habitude. Mais est-ce qu'on est capable d'en trouver des nouvelles? Est-ce qu'on est capable de faire autrement pour dire on va mettre en place des pratiques de transition quand même dans le temps qui nous reste pour être capable de soutenir cette transition-là, les familles et les enfants? Parce qu'on sait qu'il y a une corrélation entre le nombre de pratiques mises en place et les retombées positives chez l'enfant. Donc, c'est important de se rappeler de cette importance-là. J'avais tout à l'heure l'image, on peut arriver avec la grosse Tesla, parce que avant je disais Cadillac, mais là j'ai changé avec l'écologie, je peux arriver avec une Tesla, je peux me payer une Tesla, mais peut-être qu'on est mieux d'avoir plusieurs petites trottinettes qui vont œuvrer autour des familles et des enfants plutôt qu'une activité, donc de diversifier les activités. J'en parlais tout à l'heure. Des pistes d'action. Alors, je reviens aux 4 dimensions qui sont aussi utilisées au chantier. C'est les 4 dimensions à ne pas oublier lors de la transition. Et vos pratiques peuvent tourner autour de ces 4 dimensions-là. Alors, place aux parents, ça c'est central. Donc, est-ce qu'on met les parents au centre? Est-ce qu'on s'assure qu'on se préoccupe d'eux et leurs enfants par rapport à cette transition-là? Dans le sens, est-ce qu'on les implique, pas seulement de façon passive, mais de façon active par rapport à cette transition-là, qui se sentent partie prenante? Est-ce qu'on s'assure d'un partenariat avec tous les services à la petite enfance et l'école? Là, vous êtes aujourd'hui 300. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens mobilisés. C'est fantastique, c'est impressionnant. Alors, vous avez un désir. C'est senti juste par votre présence. La mise à contribution de tout le monde qui connaisse l'enfant, surtout les enfants en besoin particuliers, et les conditions qu'on se donne pour mettre en place des pratiques. Je vais les reprendre une par une. Je vais donner des exemples de pratiques. Ça peut s'appliquer chez vous
Puis parfois, c'est très général et c'est à vous à trouver la façon dont ça peut s'articuler chez vous. Alors, comment on doit créer ou comment important sont les relations école-famille? On le sait comment les relations école-famille sont à la base de la réussite éducative. Donc, comment on peut, dans la période actuelle, créer le plus d'occasions possibles pour que le parent se sente invité dans l'éducation de son enfant, dans la préparation de la transition, dans toutes les activités qu'il peut y avoir jusqu'à la rentrée scolaire et après la rentrée scolaire. Donc, c'est dans vos milieux, en échangeant entre vous, d'essayer de voir quelles seraient toutes ces occasions-là. Est-ce que c'est une visite dans la cour d'école? Si à Montréal, les écoles n'ont pas été ouvertes, bien, peut-être qu'on est capable de rencontrer les parents et l'enfant qui va rentrer en septembre et d'avoir une rencontre individuelle, une visite de l'école, aller dans la cour d'école, etc. Là, c'est à vous à trouver les façons. La famille peut être accompagnée peut-être d'une personne qui est de l'organisme communautaire qui les connaît bien. Donc, on vient soutenir même le transfert relationnel entre les milieux de vie de l'enfant. On a dans nos études aussi vu que souvent les professeurs, les enseignants ne se sentaient pas toujours impliqués dans toutes ces démarches-là au niveau de la transition et de l'accueil. Je sais que dans une école, ce qu'on avait fait, c'était l'équipe école qui avait réfléchi à comment on est, et avec leurs partenaires, comment on peut accueillir les enfants et leurs familles pour que ça ait lieu, pour qu'on ait une bonne année scolaire l'année prochaine. Fait de les impliquer, c'est bon. Il y a des parents dans l'organisation, l'OPP, l'organisme de participation des parents dans les écoles, le conseil d'établissement, peut-être des parents dont l'enfant est en maternelle cette année, qui pourraient peut-être faire des activités pour les autres parents. Ça peut être un petit échange Zoom ou peu importe, pour que les parents soient à l'aise de poser des questions. Ils peuvent être un très grand apport. Et surtout, je voyais tout à l'heure la question de préoccupation de communiquer avec les parents dans leur langue ou même avec l'enfant. Mais il y a des gens, des communautés qui sont capables d'agir comme médiateurs dans la relation et dans aussi l'information à partager aux familles et aux enfants. Donc, d'utiliser toutes les ressources existantes au milieu scolaire, en milieu communautaire et dans toutes vos organisations que vous avez qui connaissez les familles. Augmenter les communications personnalisées. Les parents sont inquiets et ont besoin de savoir ce qui se passe. Même si vous ne savez pas tout, dites on ne sait pas tout, mais avec ce qu'on sait, voici ce qu'on vous donne comme information. Quitte à une fois par semaine avoir un petit feuillet qui est envoyé aux familles, oui, personnalisé pour certains, et d'avoir des communications numériques pour les autres, un petit feuillet à chaque semaine, ce serait extraordinaire. Partenariat, j'en ai parlé beaucoup tout à l'heure, donc je le confirme, l'importance de travailler conjointement. Le sondage de tout à l'heure, on voyait 60% avaient rejoint les milieux scolaires, 100% les partenaires, 60% les milieux scolaires, parce qu'ils étaient moins disponibles, ils géraient la crise. Actuellement, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de temps, donc l'important de travailler ensemble et de coordonner les actions entre les acteurs, les services à la petite enfance et les milieux scolaires et de mettre à contribution les différentes personnes qui connaissent les familles. Alors, c'est super important, c'est central ici. Hein? Tout à l'heure, je parlais que c'est un facteur de protection. Je le répète, c'est présent. Et de favoriser tout le savoir en partage. Donc, les savoirs qui se partagent, les connaissances qu'on a des milieux. Un troisième élément, surtout pour les enfants à besoins particuliers, tout à l'heure, on voyait des parents qui étaient, ou des milieux qui étaient inquiets pour ces enfants-là lors de la transition. Il faut vraiment établir un processus, une démarche pour savoir sécuriser les familles et les enfants et le futur enseignant par rapport aux enfants qui s'en viennent. Donc, il y a des gens qui sont mis à contribution, il y a des gens qui connaissent ces enfants-là. On doit s'assurer que ces informations-là soient partagées. Trouver les modalités qui vont bien fonctionner chez vous, mais c'est important. C'est important aussi de bien présenter l'enfant
avant la rentrée. Si possible, au mois de juin, vers les dernières journées de juin. Déjà, ça sécurise l'enfant, ça sécurise le parent et ça peut sécuriser aussi l'enseignant. Et de mettre les partenaires en soutien lors de la rentrée scolaire. Ça, j'ai retrouvé les modalités possibles, mais c'est important de le faire. Et en quatrième, des conditions. Se donner des dispositifs. Est-ce qu'on a des libérations du temps, des agents de transition? Vous avez des agents de transition. Donc, ça, c'est des conditions gagnantes pour la mise en place de pratiques de transition. D'avoir un mécanisme intersectoriel formel. Écoutez, on ne s'enfargera pas trop là-dedans, mais le plus possible, comment vous pouvez mettre les liens entre chacun de vous. Les agents de transition ici, comment ils peuvent accompagner les planifications de la transition dans les différents milieux, agir comme courroie entre les différents milieux, ça pourrait être intéressant. Et des activités de sensibilisation, de formation comme aujourd'hui, je pense que c'est une richesse, c'en est une condition pour favoriser une mise en place de pratiques de transition. Sur ce, je termine avec une conclusion. Même malgré la pandémie, la première transition scolaire demeure importante pour le parcours scolaire de l'enfant, malgré ce contexte très particulier dans lequel nous sommes. Donc, ça nous amène à planifier dans l'imprévu. Donc, partager cet élément-là, mais de dire, même si c'est imprévu, voici ce que nous prévoyons. Et la force de la coordination et de la concertation, c'est très important. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme un filet de sécurité. Autant pour vous, vous travaillez moins seul, les milieux scolaires, les familles et les enfants. Alors, je vous remercie d'avoir été là et j'espère que ces petits éléments peuvent avoir alimenté vos réflexions. Merci beaucoup, Julie, pour faire ce très beau lien avec aussi toute la mobilisation d'engagement de nos partenaires, puis le sujet et l'importance des sujets comme tels. Donc, reste avec nous. Nous avons maintenant avoir une dizaine de minutes pour une période de commentaires à questions. Donc, je demanderai mes collègues Ginette et Christine si nous avons des commentaires ou questions qu'ils puissent nous partager. S'il vous plaît. Oui, moi, je viens juste d'en avoir une intéressante. Merci beaucoup, Julie, pour ta présentation. Il y a une personne qui a posé la question, quel est le rôle que les instances de concertation locale en petite enfance peuvent jouer, selon toi? Bien, selon moi, c'est assez central, parce que vous, excusez, je viens d'accrocher mon ordi qui a bougé, je m'excuse. Dans le fond, les regroupements, c'est ça, les regroupements de concertation regroupent des organismes communautaires, regroupent des CPE, des regroupements de familles et parfois, dans certains milieux, il y a aussi les écoles et tout ça. Donc, selon les lieux où vous êtes, ça pourrait agir comme, quand je disais d'avoir une structure, structure ça fait peur, mais d'avoir une façon structurante de coordonner, bien, ça pourrait être autour de ça. Si les acteurs qui sont partie prenante de ça sont d'accord d'agir là-dedans et qui s'associent à l'agent de transition de la région dans laquelle ou dans le secteur dans lequel ils travaillent avec les écoles, ça pourrait être central parce qu'on ne peut pas recommencer des choses et c'est pas le temps de commencer à créer des nouveaux regroupements. Il y a des ressources déjà là, déjà impliquées, déjà mobilisées. Alors, utilisons ces regroupements-là qui sont déjà actifs, mobilisés, sensibles à la situation. Pour moi, c'est essentiel. Mais de regarder, est-ce qu'il y a des gens qui nous manquent? Est-ce qu'il y aurait des gens qu'on pourrait mobiliser, qui pourraient venir et travailler avec nous? Et ou peut-être l'école pourrait dire, bien, moi, j'aimerais mieux que ce soit sous ma coordination. Bon, OK, mais est-ce qu'on peut travailler avec l'école? Donc, c'est pas une question d'avoir une guerre de pouvoir de qui gère pas, mais d'assurer un leadership. Il faut qu'il y ait un leadership qui se développe. Il est déjà dans plusieurs milieux, mais de s'assurer de peut-être identifier c'est qui là qui pourrait agir en leader ici. Je ne sais pas si j'ai répondu, là, mais c'était... Je me
Oui, excuse-moi, Ginette, je permets de juste compléter. Vraiment, quand on parle de concertation en petite enfance des territoires, vous savez que le chantier Montréal Transition vers l'école, dans le passé, nous avons fait la recension des pratiques vraiment inspirantes dans le 29 territoires de Montréal. On sait que c'est le noyau puis de travail sur la qualité de la transition scolaire et ils sont actifs depuis plusieurs années. Oui, on est dans une situation de pandémie, mais comme le sondage nous le dit, il y a un grand potentiel. Puis aujourd'hui même, comme Julie te l'a mentionné, les gens sont présents puis ils sont vraiment engagés pour continuer. Donc, comme tu disais, ce n'est pas des nouvelles. Ce qui est important là-dedans, c'est justement voir où, dans le contexte des concertations, avec qui se connecter. On est toujours ouvert, si je parle pour les concertations, à avoir de nouveaux amis, entre guillemets, qui nous aident pour travailler sur cette transition, qu'elle soit harmonieuse, qu'elle soit bien réussie. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, Ginette, Oui, Christine? il y avait une autre question qui était un peu dans la même optique, mais cette fois-là avec les équipes des CLSC ou des centres de réadaptation. Donc, comment vous voyez l'implication de ces équipes dans la transition en contexte de pandémie? Mm-hmm. Concrètement, dans vos journées, je ne sais pas trop comment vous fonctionnez. OK? J'étais dans un centre de réadaptation jusqu'à ma retraite, donc j'étais avant aussi dans un milieu de santé mentale. Donc, j'ai toujours été comme en périphérie des milieux scolaires et je sais comment c'était important de faire un partage, que j'appelle moi des partages des savoirs, avec les futurs, le milieu qui reçoit l'enfant. Parce que vous avez des richesses, vous avez des connaissances. Donc, ce sera de voir à ce moment-là avec les milieux scolaires, comment vous êtes capable de venir présenter l'enfant avec la famille pour déjà créer, vous autres, vous les connaissez, ces enfants-là. Si vous avez, il y a des équipes, dans le temps, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, qui étaient les équipes enfants, jeunesse, famille, qui avaient suivi des fois des familles depuis la naissance, même avant la naissance, qui ont développé un lien extraordinaire et qui ont, les parents ont besoin de vous pour les sécuriser dans cette transition-là vers un nouveau milieu de vie, des nouveaux adultes, parce que le milieu scolaire est souvent vu comme un milieu comme une première fois que leur enfant va être vraiment confronté à essayer de réussir, comme à l'école, de bien performer et tout ça. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais c'est souvent comme ça que c'est perçu. Donc, c'est important à ce moment-là de les sécuriser et de les accompagner. Là, il s'agira de voir avec le milieu scolaire. Est-ce qu'ils acceptent d'avoir un genre d'échange? Quel format l'échange pourrait avoir lieu? Je ne sais pas jusqu'où vous pouvez être dans une même pièce en gardant des distances, en étant peu de gens ensemble. Est-ce que c'est dans un autre format? Est-ce que la famille, si elle n'a pas de moyens électroniques, est-ce qu'on peut lui en offrir un temporairement pour une rencontre, pour un échange? Je n'ai pas la réponse parce que dépendamment de votre lien avec la famille, de ce que vous avez travaillé avec elle ou avec l'enfant, des connaissances que vous avez à transférer. Pas juste un transfert papier, on remet un rapport, mais comment vous venez, je pourrais dire, habiller, rendre vivant ces informations-là. Et c'est ça qui va être très important parce que les parents sont inquiets, les enfants vont être inquiets. Ils sont toujours un peu... Imaginez-vous, dans cette période-là, si on ne fait rien de spécial, ils vont s'inquiéter sur les services qui vont être mis en place pour leurs enfants. Est-ce que l'école va être prête à les accueillir? Donc, vous êtes essentiel dans cette sécurisation de l'enfant et de la famille, mais de faire le lien avec les milieux scolaires. Donc, choisir peut-être à travers tous les jeunes que vous connaissez. Si vous n'êtes pas capable de le faire pour tous les jeunes, choisir ceux pour lesquels ça va être encore plus crucial, pour lesquels ce lien-là doit être développé. Idéalement, là, mon idée, c'est que ce serait avec au moins tous les jeunes qui sont en besoin particulier. Mais je ne peux pas décider pour vous. Mais je pense qu'il faut se trouver des façons de venir le faire. C'est essentiel, malgré la pandémie. Ouais. Merci, Julie. Est-ce qu'on nous avons encore 5 minutes pour cette période-là? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Ginette? Ben oui, il y en a d'autres qui viennent juste d'apparaître. Je vais prendre celle qui attend là, dans la file.
Frédéric Dufresne qui disait, bon, il reste quand même que 3 mois d'action pour une concertation de petite enfance, puis 1 mois au contrat de leur agent de pension. Alors, est-ce que toi, Julie, tu aurais des astuces? Qu'est-ce qu'une concertation pourrait préparer pour que ce soit le plus efficace et efficient d'ici le 30 juin, qui serait encore utile à moyen terme? Est-ce que tu aurais une suggestion pour eux? En tout cas, si on était capable de favoriser que les familles, enfants peuvent aller faire un tour à l'école, si avec les milieux scolaires, on peut s'entendre qu'il y a une communication par semaine qui peut être envoyée aux familles, juste pour leur dire qu'on pense à eux, pour leur dire que l'école se prépare, que l'école sera peut-être pas comme avant, mais que l'école existe quand même. Il y a encore des enseignants, il y a encore une direction, il y a encore des ressources. Donc, de miser sur qu'est-ce qui est sécurisant pour les familles. Puis dès qu'il y a de l'information qui est supplémentaire, de les tenir informés. Parce que les parents, ce qu'ils n'aiment pas, c'est d'être tenus dans le noir. Les gens ne font pas exprès de le tenir dans le noir. Ils vont dire, on n'a pas plus d'infos. C'est correct, mais dites-leur au moins ce que vous savez et de dire, il n'y a rien de nouveau qu'on a su cette semaine, mais on travaille encore à augmenter, à faire telle chose pour vous, pour les jeunes qui s'en viennent. Donc, de garder régulièrement des liens. Alors, ça vaut la peine. Il y a aussi les milieux dans les concertations. Peut-être que l'école, les enseignants, quittent davantage à la fin juin, mais il y a beaucoup de concertations. Les employés sont là. Il y a toujours quelqu'un durant l'été. Donc, comment ces personnes-là pourraient prendre la relève durant l'été pour maintenir le même message? Donc, c'est des choses comme ça qui seraient possibles. Et vous êtes dans vos milieux, probablement vous êtes capable de trouver trop d'idées. Je pense que tout à l'heure, on va avoir quelques personnes qui vont présenter des idées aussi dans leur milieu. Donc, je pense que c'est de concevoir, j'aimerais ça en avoir plein, là, mais j'en ai donné quelques-unes. Merci, Julie. Donc, encore peut-être dernière question. Nous avons 2 petites minutes. Oui, j'en ai une ici dans les commentaires. On se demande les outils qui existent pour accompagner la transition à l'école, tels que le passage à l'école pour les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde. Est-ce que c'est quelque chose qui va être abordé plus tard dans la conférence ou vous voulez en parler maintenant? Tamara, as-tu une réponse sur ça? Oui, tantôt, je vais faire un clin d'œil là-dessus parce que c'est la préoccupation des participants présents des webinaires autant que des concertations dans le contexte du sondage. Et je peux tout de suite donc répondre très, très vite que oui, c'est une préoccupation parce qu'il y a une coupure de fréquentation de services de garde éducatifs en enfance. Donc, chaque mois dans le développement d'enfants compte, vous le savez bien. Donc, on ne peut pas compléter par le milieu de la petite enfance. En tout cas, ce sera très compliqué. À ce moment-là, oui, il y a les écoles qui préparent les questionnaires, mais aussi, il faut surtout compter sur les parents là-dedans, comme par exemple Cassiope, qui a tout un questionnaire qui est juste volé le parent, que le parent peut compléter pour bien présenter à l'école son enfant. Puis à ce moment-là, on est vraiment en lien avec le parent premier éducateur de l'enfant et place des parents pour présenter son enfant à l'école. Très bref. Je ne sais pas si Julie, tu veux compléter ce que je viens de dire? Non, mais ça a beaucoup de bon sens, là, ce que tu viens de dire. C'est sûr que si même si c'était complété par les CPE, on a peut-être quelques-uns qui vont être capables de les compléter, mais de toujours associer la famille à ce processus-là parce que c'est quand même c'est important qu'ils sentent qu'on travaille avec eux et non pas qu'on complète quelque chose en cachette et qu'on passe en cachette à l'école. C'est pas ça que vous faites, là, mais il faut pas qu'il y ait... C'est facile de se sentir parfois exclu. Donc, c'est important de le faire en concertation, collaboration avec les familles. Donc, ce volet familial, Cassiope, est très intéressant. Oui. Donc, merci beaucoup. Donc, nous avons à ce moment-là continué la présentation. Nous allons voir à la fin si nous avons le temps pour une période de questions additionnelles. Alors, voilà. Donc, s'il vous plaît, si on peut revenir. Merci beaucoup, Julia. Donc, on se retrouve tantôt. Si nous pourrons revenir à, à la présentation et on se retrouve à partir de ces des pistes
pistes d'action concertées. Donc, voilà, nous avons commencé par le témoignage de Nancy et Marie-Hélène, mais avant que je leur donne la parole, je voudrais vraiment vous dire que nos intentions pour cette partie-là, c'était vraiment pouvoir faire témoigner tous les acteurs concernés par la première transition scolaire des qualités. Donc, tous les réseaux, ce n'était pas possible. Hein. Donc, nous avons vraiment, à titre d'exemple, le réseau des organismes communautaires, puis réseau scolaire. Mais sachez que déjà dans les résultats du sondage auprès des concertations en petite enfance, vos opinions ou vos préoccupations autant que vos propositions sont considérées. Voilà. Alors, donc, je donnerai la parole à Nancy. Hein? Donc, est-ce que Nancy, on peut te voir, Nancy? Es-tu avec nous? Avec ta... Oui, voilà, tu peux ouvrir aussi. Oui, donc je vais te poser la question, je vais le lire. De quelle façon, manière, votre réseau peut-il contribuer à la réussite de la transition des enfants montréalais à l'école cette année? Puis sachez tout le monde qu'on parle des réseaux des organismes communautaires familles. Voilà, je te donne la parole, Nancy. Bien, bonjour à tous et toutes. Merci au comité de transition quand même de nous avoir donné la parole pour vous présenter comment on vit cette crise-là au sein des organismes communautaires et surtout voir comment on est mobilisé autour de cette première transition scolaire-là. Mais avant de vous présenter ce qu'on fait et les pistes de solutions, de réflexion qu'on a envie de vous partager, je voulais vous parler des enjeux que vivent les groupes communautaires familles dans ce contexte particulier qui vont teinter et nécessairement influencer leur capacité d'agir dans les prochains mois. Ça a été toute une réorganisation pour les groupes communautaires de leurs activités à cause du confinement. Donc, ça a été tout un travail là, de maintenir un lien avec les familles par téléphone, de développer des activités virtuelles, de répondre à leurs besoins immédiats, particuliers dans ce temps de crise-là. C'est aussi tout un travail de gestion de l'incertitude parce que les consignes changent au fur et à mesure, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Toute la gestion des différents projets, parce que vous savez que le financement des groupes communautaires, hein, ce n'est pas très simple. On a beaucoup de projets. Donc, comment réaligner ces projets-là, comment arrimer tout ça avec notre mission, notre nouvelle mission. Des travailleurs et des travailleuses aussi qui sont affectés par la crise. La conciliation travail-famille, ce n'est pas évident non plus. On se rend compte aussi que le virtuel, ce n'est pas une panacée. Hein? C'est très important et intéressant dans les circonstances, mais ça ne remplace pas le lien au quotidien qu'on a avec les familles dans un contexte de milieu de vie. Et je vous dirais aussi qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe au fil des mois. Ça commence à peser tout ça. Donc, j'avais envie de vous exprimer ça parce que ça fait partie de notre réalité, puis c'est important d'être en mesure de l'aborder. Je sais que les acteurs des autres secteurs vivent aussi des choses similaires et qui vont teinter aussi leur capacité d'implication dans les prochains mois. Malgré cela, les groupes sont super branchés sur les familles. Ils ont maintenu un lien avec elles dès la fermeture au mois de mars. Beaucoup d'entre eux ont fait des sondages auprès des familles qui fréquentent leur organisme afin de connaître leurs préoccupations, leurs besoins pour qu'ils soient en mesure de prioriser leur action pour les prochains mois. Donc, en transition, les groupes se sont vraiment adaptés. Les camps préparatoires pour les enfants vont être faits, mais avec les mesures, évidemment, de distanciation physique. Beaucoup de distribution de matériel qui sont faits qui vont se faire, là, donc la distribution de sacs à dos avec plein de matériel scolaire et de bricolage. Des ateliers virtuels pour les enfants, les parents aussi qui sont prévus là, durant l'été. Et il y a toutes sortes d'animations aussi avec les enfants qui sont prévues. Bref, en fait, tout ce qui existait déjà, la plupart des activités vont être maintenues en adaptant, évidemment. Pour les autres, ceux qui n'avaient pas déjà des initiatives au niveau de la transition, même s'ils ne sont pas dans le contexte en mesure de développer des choses nouvelles, comme le disait Julie tantôt, ce n'est pas un contexte favorable à développer des choses nouvelles, n'empêche que la plupart
se sont dit vraiment ouverts et prêts à répondre à des demandes de collaboration de la part des partenaires, que ce soit en CPE et les écoles. Donc voilà, il y a plusieurs groupes qui sont déjà en lien avec les écoles qui, depuis tout le temps, ont un travail ils travaillent de très près avec les écoles. D'autres, par contre, puis on le voyait dans les résultats du sondage, là, certains n'ont pas ou peu de liens avec les écoles. Plusieurs ont fait des demandes, des groupes communautaires ont fait des demandes aux écoles de leur quartier pour développer une collaboration et de voir qu'est-ce qui va se faire dans les prochains mois. Plusieurs sont en attente de réponse pour l'instant. Les pistes de solutions, réflexions, écoutez, la préoccupation numéro 1 des groupes en ce moment, c'est de trouver du matériel pour les enfants et les familles. C'est très difficile pour les groupes communautaires de faire financer ça. Mais là, on a eu une bonne nouvelle. Là. Le ministère de l'Éducation a annoncé l'achat de plusieurs tablettes, mais ça reste un enjeu vraiment super préoccupant. Les communications par rapport avec les parents. Julie en a parlé beaucoup. C'est super important. Le cafouillage qu'il y a eu du ministère de l'Éducation, qui a suscité beaucoup de colère et de déception chez les parents, c'est vraiment à considérer. La part du virus, celle de la contamination. Est-ce que l'école va être en mesure d'accueillir convenablement mon enfant, va être capable de s'adapter à lui? Il y a beaucoup de gens aussi qui disaient, mais c'est quoi notre porte d'entrée comme parents? Si on a des questions, on a des préoccupations, à qui on s'adresse dans le réseau scolaire? C'est pas clair. Communication, pas juste dans la transmission d'informations, mais dans la possibilité pour les écoles de développer une relation avec le parent. Puis je reprends ce que Julie disait tantôt, c'est super important, même si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on n'a pas toutes les informations encore. Les parents ont besoin d'une communication transparente pour avoir confiance. Fait que je pense qu'il faudra vraiment miser là-dessus. Les groupes communautaires sont super prêts à relayer cette information-là, mais il faut l'avoir entre nos mains pour être en mesure de le faire. Puis, il faut dire aussi qu'on ne rejoint pas l'ensemble des parents de tous les quartiers non plus. La question de la langue, c'est toujours important pour les communications avec les parents, mais en temps de crise, les groupes m'ont nommé que ce serait vraiment intéressant que les parents puissent avoir accès à de l'information dans leur langue. Oui, Nancy, est-ce que tu es en train de... Oui, il faut que je finisse. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, il y a tous les mois avant, c'est super important, mais il y a des choses qui n'ont pas pu être faites. Il y a des moments qu'on n'a pas pu saisir à cause de la crise, mais il va y avoir le pendant et le peu après aussi, parce que la transition, ça se poursuit. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce contexte-là? De nouveau pour faciliter l'intégration des enfants à l'école. Puis ça va prendre beaucoup de ressources dans les écoles au niveau financier et humain. Ça pour dire qu'on va avoir une concertation forte aussi. C'est difficile, c'est pas pareil, mais on est fatigué, mais on a envie de pouvoir contribuer. Puis finalement, Rock FM, on est impliqué dans le chantier de transition, on est impliqué aussi dans un sous-comité d'RRM pour la rentrée scolaire. Donc, on est vraiment engagé aussi pour essayer de soutenir les familles montréalaises pour cette prochaine rentrée. Puis j'aurais le goût d'interpeller mes partenaires montréalais, régionales, santé publique, les commissions scolaires et la Ville de Montréal pour voir comment on peut justement transmettre aux parents une information qui est transparente et qui va donner confiance dans cette rentrée scolaire-là. Mm-hmm. Bon, ben merci beaucoup, Nancy. On voit que les milieux communautaires, les organismes communautaires sont fidèles au poste. Hein? Ils en arrachent, mais ils sont prêts puis ils ont mobilisé pour continuer ce travail-là sur la qualité des premières transitions scolaires. Merci beaucoup. Je vais donner tout de suite parole à Marie-Hélène Leduc. Donc, Marie-Hélène, s'il te plaît, si tu peux apparaître. Merci, Nancy. Maintenant, fermez ton caméra. On va se revoir tantôt. Donc, s'il te plaît, si tu peux partager avec nous comment votre école, ton école primaire, prépare l'accueil des enfants qui vont rentrer chez vous à la maternelle. S'il te plaît, je te donne la parole. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, mon contexte fait en sorte que cette année, je suis toujours en prêt de service au ministère, au programme d'éducation préscolaire, mais pour la rentrée prochaine, je réintégrerai mon école
Donc, évidemment, j'ai fait quelques contacts en avril, mars-avril, pour prendre contact avec mon équipe qui est toujours la même, en fait, à cette école. Et puis, ils ont commencé à discuter autour du bienvenu et c'est là que j'ai repris un petit peu de façon graduelle mes fonctions, mais pas tout à fait à temps plein. Donc, on a réfléchi ensemble à dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avec le traditionnel bienvenu qui souvent prend la formule dans différentes écoles ou dans même différents lieux de la province pour les enfants de la maternelle 5 ans. C'est-à-dire, on les invite à venir faire un tour à l'école. Donc, chaque école a un peu sa formule un peu différente, mais chez nous, à mon école, qui est située sur l'île de Montréal, dans le quartier Villeray, donc une école montréalaise, c'est d'inviter les enfants avec leurs parents lors d'une journée pédagogique en mai et puis pour venir vivre des activités dans les classes de maternelle et rencontrer les enseignantes et une classe de maternelle, en fait toutes les classes de maternelle. La formule à mon école était celle-là. Mais cette année, avec notre contexte, le contexte qu'on connaît, on n'a pas pu le mettre en place. Donc, on a réfléchi ensemble à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis, évidemment que cette activité-là sert aux enfants et aux parents à avoir un premier contact avec l'école, avec l'équipe d'enseignantes, l'équipe de direction, mais aussi sert par la bande aux enseignantes à un peu rencontrer les enfants dans un contexte de jeu en classe, mais aussi à favoriser, si on veut, la formation des groupes. Alors, cette étape-là n'a pas pu être réalisée, l'étape aussi de rencontre des enfants qui rencontrent leur nouveau milieu scolaire, n'a pas pu être réalisée. Alors, on a dû, si on veut, se réinventer d'une certaine manière et réfléchir à se demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut tout de même faire un lien avec les familles. Et on a décidé de penser aussi aux parents de façon un peu plus particulière en disant, bien, les parents souvent sont les premières personnes qui sont inquiètes et qui vont aussi transmettre cette inquiétude-là à leurs enfants. Donc, habituellement, lors du bienvenu, on leur remet des documents, dont des papiers à remplir, dont un formulaire qui s'intitulait « Parlez-nous de votre enfant, nous sommes intéressés à entendre parler votre point de vue au sujet de votre enfant ». Donc, évidemment, des questions d'ordre général de l'âge de l'enfant, de son prénom, de la langue parlée à la maison, et s'il a fréquenté un milieu de garde, etc. Donc, on a décidé d'envoyer un formulaire sous forme électronique, évidemment, dans notre contexte. Et puis, formulaire électronique, formulaire Google pour que les parents puissent nous parler tout de même de leur enfant. Donc, prendre un temps, l'école communique avec moi, veut entendre parler de mon enfant, et puis on leur a situé évidemment le contexte qu'on aurait aimé les rencontrer. Par contre, on n'a pas envoyé juste ce formulaire-là tout seul. On a pensé toute l'équipe d'enseignantes. On est 5, nous allons avoir 5 classes de maternelle 5 ans et une classe de maternelle 4 ans à temps plein l'an prochain. Alors, nous avons fait une toute petite vidéo de présentation des enseignantes avec l'équipe de direction. Nous avons une direction adjointe aussi à l'école. Et nous aurions aimé aller faire un visionnement, là, enregistrer, capter des moments de la classe. Bon. Mais comme vous le savez, le contexte montréalais faisant que les écoles n'ont pas réouvert, ben, les enseignantes ont procédé au ménage de classe, etc. Donc, la classe de maternelle actuelle n'a vraiment pas l'air d'une classe de maternelle de façon générale là, quand la classe a lieu. Donc, on s'en est tenu à présenter l'école extérieure et puis les membres du personnel de la maternelle, mais de façon très brève. Donc, juste pour faire un petit clin d'œil à l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que notre enseignante de maternelle 4 ans a décidé de la faire elle-même toute seule. Donc, pas pour se distancer des autres, mais vraiment pour faire en sorte que l'enfant qui va visionner la vidéo sache que c'est elle, son enseignante. Et c'est tellement important pour les enfants de se sentir sécurisés.
Donc, c'est ce qu'on a fait. On a joint la vidéo dans les formulaires à remplir aux parents. Et de façon très rapide, les parents ont répondu. Et puis, on n'a pas toutes les réponses encore, mais on a déjà même des commentaires positifs qui sont envoyés à la direction, dire merci. Les parents apprécient. Donc, c'est de cette manière-là qu'on a imaginé, gardé, créer le lien en fait avec les familles. Et puis, on trouve que ça nous amène à se réinventer, ça nous amène à réfléchir à nouveau pour la suite parce qu'on s'est dit, si on voit que la formation des groupes de façon un peu aléatoire qu'on va faire cette année, parce qu'on n'aura pas vu les enfants, puis même, est-ce que c'est quelque chose qui est important de voir les enfants pour faire la formation des groupes? Donc, c'est toutes ces questions-là qui nous amènent que cette pratique-là nous amène à se poser. Pour la suite. Et aussi, juste faire un petit lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure, ce que Julie nous présentait aussi, puis Tamara, au sujet du partenariat, ce qui est tellement important de s'associer ensemble. On a la chance, nous, à notre école, d'avoir une agente de liaison école-famille qui ne s'occupe pas exclusivement de la transition, évidemment. Elle va s'occuper de l'école-famille jusqu'à la fin du primaire, évidemment, pour les familles. Mais elle travaille aussi dans le cadre de la transition. Donc, elle a mis en place, elle a élaboré un feuillet qui s'intitule « Comment soutenir mon enfant dans son passage vers l'école ». Donc, plus tard, dans 2 semaines, on va envoyer le formulaire aux parents. Donc, on va continuer à maintenir le lien comme ça avec les familles jusqu'à ce que la rentrée scolaire arrive. Et évidemment, avant la rentrée, on va communiquer avec eux. Donc, ce sont les moyens qu'on a trouvés cette année parce que cette pandémie-là, personne ne l'a jamais vécu. Donc, on est tous dans le même bateau avec la nouveauté. Et il faut se réinventer. Puis moi, je trouve que ça donne lieu justement à se poser de nouvelles questions pour revoir nos pratiques, dire est-ce que ça a toujours du sens? Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne cette année à notre école. Je sais que tant qu'il y a d'écoles, il y a de manières de faire, mais Tamara m'avait demandé est-ce que tu accepterais de le partager aux gens aujourd'hui, ce bienvenu différencié, si je pourrais dire ça comme ça. Oui, mais merci beaucoup, Marie-Hélène. Je pense que c'est très inspirant pour tous les milieux. On a notamment les enseignantes préscolaires avec nous aujourd'hui aussi. Puis on sait qu'on a un potentiel créatif à Montréal incroyable. Hein? Donc, on peut faire beaucoup, puis on peut aussi revisiter nos pratiques pour en faire un petit peu plus. Donc, merci pour ce partage-là. Voilà, donc... je voudrais juste vous dire que oui, on a la main levée qu'on puisse utiliser comme, justement, on a la main levée comme une fonction, mais s'il vous plaît, ne l'utilisez pas parce qu'on ne peut pas prendre vos commentaires verbaux, c'est vraiment juste par écrit, hein, c'est une petite technique. Donc, s'il vous plaît, maintenant, si Mireille, tu pourrais me reconnecter avec mon PowerPoint, donc on va pouvoir continuer. Donc, je vais compléter ce témoignage-là avec encore, on va faire un clin d'œil avec sondage. Donc, regardez bien, on l'a mis-mai. Donc, priorité des concertations, ce qu'ils nous ont mentionné des coordonnations, où c'était, et on n'est pas surpris, accompagnement des parents. Hein? Donc, ici, c'était à cette époque-là, on est 15 mai, 11 mai, matériel des premières nécessités, panier alimentaire, support moral, c'était en premier lien, ce qui était écrit à ce moment-là. Trousse pour les parents et les enfants, je sais que c'était vraiment envoyé à beaucoup de familles. Et c'était les trousses, autant qu'on pourrait parler éducatif, aux trousses qui informaient les parents des transitions vers l'école, mais aussi activités ludiques pour les enfants, pour leur donner l'envie puis hâte aller à l'école. Donc, ça aussi, c'était plusieurs territoires qui mentionnent ces trousses éducatives. Tout ce qui concerne vidéoconférence pour les parents, c'était la priorité aussi des concertations, travail là-dessus, d'outils audiovisuels. Ensuite, puis on avait déjà parlé, Nancy notamment mentionné, atelier de préparation à
la maternelle pour les enfants et pour les parents. Ça, c'est des activités aussi classiques que nous avons à Montréal. Puis je sais qu'il y a déjà des territoires qui ont commencé des ateliers virtuels avec les parents et les enfants dans ce sens-là. Ce qui est mentionné aussi dans le sondage, c'est activités ludiques dans les espaces extérieurs, donc notamment explorer les parcs pendant la période estivale. Hein? Donc, c'est là qu'on peut aussi avoir la distanciation. On a beaucoup de potentiel. Ce qui était mentionné, c'était le fait que aussi, ça peut être une activité plus large pour le public cible plus large, mais on peut avoir un volet transition 1 où les parents sont informés puis les enfants vont bien s'amuser. Donc, c'était ça. Outil de passage à l'école. Je ne vais pas m'attarder là-dessus tantôt quand j'étais avec Julie. On en avait parlé et ce qui est très important comme piste d'action concertée, c'est mise à jour du bulletin des ressources familles par territoire, hein? Donc pour informer les familles. Alors, suivant, donc ici, je complète ce qu'il était dit avec vos commentaires. Alors, avec les familles pistes d'action concertées, on souligne l'utilité des contacts téléphoniques et textos. C'est vraiment le classique, mais c'est vraiment quelque chose qui est exploré beaucoup. Et tout le volet d'utilisation de la technologie informatique. Et c'est là ce que je peux voir. Marie-Hélène parlait tantôt, toutes les vidéos qu'on peut faire les enseignants, l'équipe d'école, le service de garde scolaire, hein, des clins d'œil aux parents. L'important qu'il y ait une connexion avec aussi d'externes, avec partenaires, qu'on le sait, on puisse le circuler aussi plus largement à certaines. Et ce qui est important aussi, ce que vous avez souligné, c'est que la répétition de ces contacts-là, puis ça se était dit aussi par Julie, pas juste une fois contact avec les familles, mais par exemple, l'ère des comptes virtuels, ça peut être plusieurs comptes, donc on établit une certaine répétitivité, en tout cas, bref, pour travailler sur la relation puis sur la confiance pour assurer les familles. Donc, aussi au niveau technologique, on parle des repères visuels par les photos particulièrement. Hein, si on parle pour les parents ou les familles, les parents faibles lecteurs ou les parents allophones, donc n'est pas oublier ça aussi. Donc, là, je voudrais souligner adoption d'une posture professionnelle pour ne pas culpabiliser les parents dans un contexte où plusieurs vivent de l'anxiété. Les rassurer. Donc, probablement plusieurs intervenants qui travaillent direct avec les familles ont entendu les phrases, les questions. Je suis à la hauteur pour accompagner mon enfant dans cette transition. Ou mon enfant est-il prêt pour cette transition-là? Donc, les parents qui se culpabilisent, et vous savez que les enfants, c'est comme les éponges. Quand les adultes sont stressés, angoissés, mais voilà, ils absorbent tout ça. Donc, c'est important pour nous, comme le réseau d'intervenantes, des gens qui travaillent avec les familles, de rassurer dans la mesure des possibles et aussi graduellement et continuellement les parents, ce qui va se refléter aussi sur leur disposition psychologique et mentale pour assurer et accompagner bien l'enfant dans cette transition. Comme en sachant aussi, ce que je voulais souligner, que le critère principal pour entrer à la maternelle 4-5 ans que les enfants ont à septembre 4 ou 5 ans. Voilà ce qui peut aussi soulager les parents. Donc, ces points aussi. Approche de proximité, ici, on ne parle pas de l'approche de proximité physique. Oui, on est dans le contexte de distanciation sociale, mais c'est l'approche des proximités relationnelles. Je lui en avais parlé aussi. Toute la communauté, on avait les affaires avant. Donc, ce qui était interrompu ou coupé, là, on reprend ces contacts-là avec l'organisme communautaire, avec les liens, avec les enfants besoin particuliers de leur thérapeute, etc., pour pouvoir vraiment mobiliser la communauté autour des familles. Donc, le diapo suivant, ça c'est le parti encore piste d'action concertée, c'est entre les partenaires. Alors, je vais juste ici souligner 2 exemples, mais il y en a beaucoup entre les partenaires, les possibilités. Donc, un exemple de réseau École Famille Communauté, initiative d'une école montréalaise pour tous. Ça, c'est le réseau qui a été créé depuis le début des crises, le réseau d'intervenants d'École Famille Communauté. Il est élargi, il est actif, il travaille très fort, puis on est vraiment le partenariat autant d'intervenants directs qu'aussi réseau de la santé. On
a de la ville, on a des partenaires institutionnels. Donc, réseau qui est très inspirant pour nous dans le contexte des premières transitions scolaires, notamment nos agents de première transition scolaire sont présents dans ce réseau-là. Et vous y faites probablement, vous les participants, vous y faites probablement partie. Donc, pour cette réseau-là, juste à titre d'exemple vite vite, ils ont mis en place des bulletins par territoire, de tout le territoire de Montréal pour les familles dans cette situation de crise, mais ça peut être utile plus largement aussi. Juste pour vous inspirer aussi, le service d'interprète, on parle des familles allophones pour les passer des messages. Il y a dans les rues, puis c'est dans un contexte plus sanitaire, camions criants qui parlent ou qui passent des messages dans plusieurs langues, ou aussi les affiches tout simplement qui sont dehors pour informer les parents. Je vous donne ça comme exemple parce que la situation de COVID-19 nous a amené à créer une nouvelle entité qui est celle-là, puis nous pourrons peut-être profiter de cette opportunité pour aussi cette connexion qui s'est créée, utilisée pour ces sujets-là qui nous est si cher et cette transition vers l'école de qualité. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier non plus le service d'égard, la petite enfance. Vous savez qu'autant de services d'égard à l'école, ils ont ce service d'urgence depuis le 15 mars, puis ils ont développé un très fort potentiel d'adaptation, autant au niveau de gestion sanitaire et hygiène dans le contexte des pandémies, mais aussi toute une approche avec des jeunes enfants. Hein? Donc, quand on parle de 4-5 ans, toute une approche de proximité, comment gérer, comment rassurer l'enfant, comment pouvoir vraiment être accueillant. Donc, dans la rentrée, ça peut être très inspirant aussi pour nous. Donc, pour que les enfants puissent passer vraiment des bons moments à l'école. Alors voilà, maintenant, nous avons donc 10 minutes pour les questions et commentaires. Donc, s'il vous plaît, si Julie, Nancy et Marie-Hélène, vous pouvez être avec nous. Donc, on a une dizaine de minutes, s'il vous plaît. Même pas, peut-être un petit peu moins. Donc, s'il te plaît, Ginette, est-ce qu'on a une question en deux? Oui, désolée, je cherchais mon micro. Oui, il y avait une question quand même qui date de la fin de la présentation de Julie, qui disait que pouvons-nous faire si on sent que la commission scolaire démontre pas l'ouverture à collaborer avec les instances de concertation locale et que la commission scolaire fait un plan d'action pour leur agent de transition, donc le PA, sans tenir compte du travail qui est fait au niveau local. Est-ce qu'il y aurait des astuces à partager ou essayer de concilier justement ce monde-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi quelque part? Comme Nancy, as-tu des stratégies, toi, particulièrement? Parce que ça prend, on pourrait dire la phrase, ça prend deux pour danser, là. Hein? Dans le fond, il faut avoir comme une ouverture. Fait que j'ai toujours l'idée qu'à la longue, avec des efforts, en faisant des liens graduellement, on espère que ça va arriver. Concrètement, je ne sais pas si Nancy, tu as des stratégies que tu utilises, toi. Oui. En fait, je n'ai pas vraiment de stratégie, mais je voyais dans les questions et réponses aussi à savoir, est-ce que les écoles ne répondent pas nécessairement aux demandes des groupes? Y a-t-il quelque chose qui est systémique là-dedans? Moi, c'est là-dessus que j'ai envie de répondre parce que, faut se le rappeler, hein, on ressort de plusieurs années d'austérité dont le milieu de l'éducation a fait les frais. Celui de la santé, puis là, on le voit bien avec la crise là, qui nous tombe dessus, mais le réseau de l'éducation aussi. Puis si on veut être concerté, si on veut la participation de tout le monde, il faut que le milieu scolaire soit en mesure de déléguer des gens, des ressources pour aller s'asseoir sur les tables de concertation. Ça prend des ressources pour créer le lien entre la communauté et les écoles. Mais ils peinent déjà à faire leur première job, qui est celle d'enseigner. Donc, moi, je pense que, puis moi, je trouve que c'est un enjeu qui revient tout le temps. Ça fait des années que je le dis, mais c'est le même pour le réseau de la santé aussi, parce que
souvent, les groupes communautaires sont là puis ils disent « Ouais, mais comment est-ce qu'il s'est laissé, il n'est pas là? Comment ça, l'école n'est pas là? » Ben, crème, ils n'ont pas les ressources pour déléguer. Et quand il y en a, c'est par la bonne volonté des personnes en présence, leurs intérêts, leur propre volonté. Mais au niveau systémique, il y a vraiment un enjeu là, à un moment donné, il va falloir adresser puis il va falloir régler. Puis, merci Nancy, puis je pense que nous avons un potentiel, juste en regardant aujourd'hui la présence de tous les réseaux, qu'il y a des possibilités de le faire. Ça peut se faire d'une façon quand même assez, je ne dirais pas facile, mais assez vite puis assez efficace. Merci. Est-ce que nous avons peut-être encore possibilité d'avoir une autre question? Oui, Julie? Bien, j'ai eu une idée tout à l'heure. Les gens demandaient des exemples. Tout à l'heure, c'est Marie-Hélène, tu nommais que vous n'avez pas eu de vidéo avec une classe et tout ça. Mais il y a des écoles qui sont ouvertes. Est-ce que ça ne pourrait pas être que vous avez un lien avec une école ou une commission scolaire où les écoles sont ouvertes, où on pourrait faire un genre de petite vidéo dans un vrai milieu où il y a des stratégies qui ont été choisies? Peut-être que ça sécuriserait des parents de voir qu'il y a des enfants qui pourraient faire un petit témoignage, comment qui aiment ça aller à l'école, même si il y a certaines mesures qui sont prises par rapport à l'enseignement, ou encore des parents ou des enseignantes qui pourraient en dire. Je dis juste ça comme ça, peut-être pour avoir un partage de vidéos d'une commission scolaire à l'autre, avec un milieu qui accepte de faire une vidéo, qui vient dire l'expérience. Comment? Parce que même les enseignantes sont inquiets aussi. C'est pas juste les parents et les élèves. Il y avait des enseignantes inquiètes avant qu'ils débutent à donner des cours. Et que là, plusieurs ont dit « Oh, finalement, c'est allé beaucoup mieux que je pensais. » Puis ça pourrait sécuriser tout le monde. Je donne juste ça parce que sortir à ce moment-là, peut-être qu'il y a d'autres endroits qui auraient une contribution. Je donne ça comme idée. Oui, puis je me permets de dire, parce que je vois passer aussi des commentaires, puis oui, effectivement, il y a des commissions scolaires montréalais qui travaillent très fort aussi au niveau de cette connexion avec la communauté. Puis ce qu'on se dit, puis on se le souligne aussi avec Julie, c'est le fait, quand on parle des pistes concertées, de travail concerté, oui, on parle de leadership, et on ne sait pas toujours qu'il faut tout partager à 100%. Déjà, le fait que l'école, une commission fait de quoi, puis en informer les partenaires communautaires, c'est déjà un grand pas, puis on sait que ça peut se faire d'une façon assez vite et efficace. Donc, restons connectés pour qu'on sache ce qui se passe autour de nous et comme ça, nous pourrons, à différents niveaux, informer les familles. Et, écoutez, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je pense que parce qu'on a encore un point, je regarde le temps, peut-être une petite question pour 1 minute. Ginette? Moi, ce n'est pas nécessairement une question, mais effectivement, j'aimerais appuyer vos derniers échanges parce qu'il y a beaucoup, soit de commentaires, de besoins, d'outils qui sont, soit les gens disent, ben nous, on a fait ça chez nous, on peut le transférer, on peut vous le partager, ou des questions de dire est-ce qu'il existe, des répertoires, des idées, des vidéos. Ben, je pense qu'il y a vraiment un grand besoin et un grand souci de partage à Montréal. Que je ne sais pas comment on peut le faire, mais j'invite les gens, je leur dis, on va s'en parler, on vous revient, mais c'est vraiment, ça transparaît dans les questions-réponses aujourd'hui. Oui. Puis je pourrais vous dire aussi, parce que Chantier Montréal Transition vers l'école, nous travaillons très étroitement avec les agents pour la première transition scolaire des 5 commissions scolaires de Montréal. Nous avons une communauté pratique où on partage, puis on est en train de voir comment travailler ensemble pour qu'on puisse vraiment soutenir les milieux dans cette transition. Voilà, donc là maintenant, je regarde le temps, donc si vous permettez, je vais aborder le dernier point. Donc, merci beaucoup pour ce partage des questions et commentaires. Alors là, je vous reviens avec le dernier contenu que nous avons abordé lors de ce webinaire et on parle de lancement de l'outil Pratique Plus, soutenir la qualité de la première transition scolaire. C'est un outil qui est développé par le chantier Montréal Transition vers l'école et voilà, je vais vous... Premier point que je vais souligner, pourquoi maintenant on lance cet outil. Parce que là, vraiment, le mot-clé dans notre travail, c'est continuité. Continuité de services pour les familles, continuité éducative, mais aussi continuité de travail sur la qualité de la transition scolaire
à Montréal. Et nous savons que quand on regarde les éléments de la qualité, on parle vraiment des périodes de transition, les moments clés de transition mentionnés dans le guide pour soutenir la première transition scolaire de qualité. On parle des moments clés de transition de l'automne précédent, l'entrée de l'enfant à l'école, à l'automne suivant. Donc, on est dans une période autour de 16 mois. On sait que les enfants vont rentrer à l'école cet automne dans les conditions pas habituelles, mais on sait aussi qu'on a une période quand ils vont rentrer à l'école qui ce sera une période d'adaptation, c'est à peu près 8-10 semaines pour l'enfant. On parle 5e moment clé de septembre à novembre qu'il faut vraiment explorer, il faut le renforcer, il faut rendre costaud pour qu'on puisse aussi profiter de ces moments-là pour que les enfants puissent se bien intégrer. Mais en même temps aussi, il faut penser pour les enfants qu'ils commenceront l'école l'année suivante. On est déjà dans une première période, puis il faut s'occuper de l'accompagnement des familles pour la transition suivante. Donc, aussi voir cette période post-pandémie. L'outil Pratique Plus permet cette vision à moyen terme, plus long terme, donc nous situer un petit peu dans le futur. Donc, c'est pourquoi, et pourquoi plus? Parce que c'est soutenir la qualité. Donc, Julie nous parlait des dimensions de qualité. On parle aussi vraiment des composants de ces qualités-là pour avoir plus d'effet sur le terrain, plus d'impact, c'est-à-dire qu'on a réellement les retombées de bon travail par rapport à cette transition-là qui vont se refléter sur la réussite éducative et réussite de la vie de l'enfant. Toute la collaboration avec le parent, avec l'école, mais aussi sur la qualité de travail des partenaires dans cette première transition scolaire. Donc, pourquoi Pratique Plus? Cet outil est bien sûr basé sur les cadres de référence, notamment le guide, mais aussi inspiré de travail des groupes de réflexion de 5 territoires montréalais que Chantier a animé en 2018. Là, ça travaille très fort sur la qualité, donc c'est aussi du expertise du terrain. Voilà, Intention, un outil qui s'adresse aux organisations qui travaillent ou envisagent de travailler de façon concertée sur la première transition scolaire, particulièrement au regard de la qualité de cette transition. Un petit clin d'œil, cet outil peut être aussi utilisé par une organisation, exemple l'école, qui le regarde son travail qu'il fait par rapport à transition, que le regard avec ses partenaires internes d'abord, comme service de garde scolaire, la direction, l'enseignant, le conseil pédagogique, etc., mais aussi après avec un regard extérieur avec la communauté. Et donc, c'est au niveau d'intention. S'il vous plaît, le diapo suivant. Donc, plus concrètement, l'outil Pratique Plus, son contenu, il y a introduction, c'est vraiment connecté avec cadre de référence et éléments de la qualité. Et il y a trois grilles qui sont intégrées là. Donc, première grille, portrait global des pratiques concertées en première transition scolaire. Donc, ça permet de faire aux partenaires portrait global en lien aussi avec 5 moments clés de la transition. Il y a grille 2. Donc, dans la première grille, ici, on voit, on a une pratique qu'on voudrait réajuster, on voudrait travailler là-dessus. Donc, à ce moment-là, on prend grille 2 pour analyser la pratique et bonifier d'une pratique avec comme une grille qui permet de travailler sur son potentiel, sur sa qualité. Donc, puis ça va, comme je le dis tantôt, plus d'impact sur le terrain. Et ensuite, on a grille 3. Et c'est vraiment le canevas de planification d'une pratique, donc comment, avec qui, pourquoi, quand. Et vous y trouverez des exemples, trentaine d'exemples de pratiques concertées soutenant une première transition scolaire avec qualité. Donc voilà, l'outil très simple et il sera disponible très, très, très prochainement sur le site web d'Horizon 05 et du réseau Réussite Montréal. Alors voilà pour cet outil-là. Quand on regarde maintenant la période additionnelle des questions, écoutez, nous n'avons pas présentement le temps pour le faire. Je voudrais vous dire tout de suite, avant que Caroline va nous amener vers la conclusion, que nous allons nous réunir suite à cet webinaire, tout de suite les conférenciers. Nous avons regardé vos questions, vos commentaires enregistrés pour pouvoir voir la pertinence d'enregistrer quelques réponses à vos questions préoccupantes et ainsi créer un outil complémentaire à ce webinaire. Donc, on va l'évaluer la situation tout de suite après le webinaire. Donc, merci beaucoup et je passe la parole maintenant à Caroline pour conclure cette activité.
Merci Tamara. Ben, je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir été là aujourd'hui. C'est un engagement qui est important pour la réussite éducative de nos enfants. Je voulais remercier aussi nos conférencières, tous les membres du chantier Transition vers l'école et l'équipe de RRM pour l'organisation de cet événement. On continue le travail. On va vous tenir au courant, comme disait Tamara, pour l'outil Pratique Plus. Tout ce qui concerne ce webinaire sera disponible, y compris le webinaire lui-même, mais aussi les présentations, disponibles sur le site d'Horizon 05 et de Réseau Réussite Montréal. Et je pense qu'on va beaucoup puiser dans vos remarques, commentaires, etc. pour continuer à pousser nos réflexions, à travailler avec vous au niveau local et régional et à s'adapter pour que les enfants montréalais aient la meilleure rentrée possible cette année. Merci beaucoup.